journée. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Députés et sénateurs ont rendez-vous avec l'histoire, formule utilisée trop souvent à tort. Ici, c'est à raison. Après tout, on ne révise pas la Constitution tous les jours, ni même tous les ans. Le Congrès devrait faire entrer le droit garanti des femmes à l'IVG dans la Constitution. La dernière révision de la table des lois fondamentales remonte à 2008. On va commencer par le déroulé de la journée. Le protocole est très strict. Arthur Delaborde. Transportés depuis Paris vers Versailles par une quinzaine de bus, les 925 parlementaires prendront place dans l'hémicycle du château à 15h30. Députés et sénateurs siégeront par ordre alphabétique et pas par groupe politique. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, ouvrira la séance par une prise de parole sur le droit des femmes confiée à un de ses proches. Ensuite, c'est le Premier ministre, Gabriel Attal, qui prononcera un discours pour représenter l'exécutif, car les textes interdisent au président Emmanuel Macron d'être présent lors d'une révision constitutionnelle. Puis les rapporteurs du texte s'exprimeront avant les orateurs des 18 groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat. Le vote se tiendra dans des salles situées à côté de l'hémicycle où des urnes électroniques ont été installées. Enfin, après 3 heures de séance, si la majorité requise des 3/5 est bien atteinte, l'adoption de la révision constitutionnelle sera authentifiée par un sceau du Congrès lors d'une cérémonie dans la bien nommée salle du sceau. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et fin du parcours législatif. Le 8 mars, date de la journée de la femme. Le sceau final sera apposé à la chancellerie place Vendôme. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui veut rassurer les professionnels de santé. L'entrée de l'IVG dans la Constitution ne rend pas caduque leur clause de conscience. La campagne pour les élections européennes. Le Rassemblement national a ouvert hier le bal des grands meetings. Et le RN avait choisi Marseille pour le premier de ses 10 meetings prévus d'ici le 9 juin. Près de 7000 militants réunis au Parc Chanot pour entendre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Le président du parti est tête de liste aux européennes, enterre le Frexit et cible Emmanuel Macron, accusé d'avoir justement effacé la France de l'Europe. Reportage Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe 1 à Marseille. Dans une salle surchauffée, Jordan Bardella livre d'abord sa vision de l'Europe. La France est capable d'influer sur la conception de l'Europe, de la conformer à sa volonté, d'en faire à la fois un levier de puissance et d'influence. Et parce que c'est notre projet d'en faire une alliance européenne des nations. Puis se défend de vouloir quitter l'Union. On ne quitte pas la table du jeu quand on est sur le point de gagner la partie. Jordan Bardella convaincu que le Parlement européen peut basculer en faveur des partis conservateurs. Il dénonce la politique migratoire et agricole de Bruxelles, sans oublier son adversaire en France, Emmanuel Macron, chahuté le week-end dernier par les agriculteurs. S'il y a eu un tel contraste entre ma venue au salon et la sienne, c'est peut-être parce que nos agriculteurs et les Français en général sentent que nous les respectons, que nous les considérons et par-dessus tout, que nous les comprenons. À moins de 100 jours du scrutin et sous les yeux d'une Marine Le Pen assise au premier rang, le favori des sondages est passé à l'offensive quelques jours avant ses concurrents en meeting à la fin de la semaine. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le salon de l'agriculture, il a fermé ses portes hier soir. Le ressentiment du monde paysan, lui, n'a pas disparu. Les fréquentations en légère baisse, près de 604 000 visiteurs. Niveau de colère agricole toujours élevé, à en croire le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Les braises sont encore brûlantes, dit-il. Mettons-nous autour de la table et discutons, lui répond le ministre de l'Agriculture. Au milieu, eh bien, il y a les paysans toujours dans l'attente. Caroline Baudry l'a constaté dans les allées de la plus grande ferme de France, juste avant l'extinction des feux. Reportage. Ce qu'on a à craindre, c'est qu'une fois que la semaine du salon va être finie, on nous oublie complètement. Pascal a vu 83 hommes et femmes politiques déambuler tout près de sa blonde d'Aquitaine qui s'apprête à quitter le foin parisien. L'éleveur de Loire-Atlantique retrouve sa ferme et la galère financière. C'est bien de faire des annonces, mais je le sens autour de moi que c'est prêt à redémarrer, à exploser, bloquer, à interpeller une fois de plus le gouvernement. Il est grand temps de réagir. Plus de la moitié des éleveurs ont plus de 50 ans. Il va falloir renouveler, c'est presque même déjà trop tard. Alors à 18 ans, Mathéo, apprenti éleveur, se dit prêt à ressortir la pancarte qu'il a confectionnée. Pourra-t-on s'installer pour l'interrogation? C'est la question qu'on se pose étant jeune, quoi. Tant qu'on n'aura pas des informations concrètes et qu'on sera pris pour des pigeons, on va continuer. Une base toujours à cran qui ne sera pas retenue par les cadres des syndicats majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. À l'approche des élections européennes, la plus radicale coordination rurale prévoit d'étendre le mouvement. C'est sûr que là, il y aura des actions maintenant
Au niveau de l'Europe, je pense que ça sera plus dur et plus violent. Il se dit reboosté par le salon. Les bonnets jaunes se targuent d'y avoir obtenu 1400 nouvelles adhésions, du jamais vu sur leur petit stand. Caroline Baudry, fin du blocage de l'autoroute A62 Bordeaux-Toulouse. Les agriculteurs qui occupaient une portion de l'autoroute entre Agen et Montauban ont levé leur barrage. Reprise du trafic progressive, mais attention, les échangeurs de Valence d'Agen et Castelsarrasin restent fermés. À l'étranger maintenant, les négociations pour une trêve entre le Hamas et Israël sont dans le flou. L'organisation terroriste assurait hier encore qu'on était proche d'un accord, mais selon les informations d'Europe 1, ce ne serait pas tout à fait l'état d'esprit d'Israël. Plusieurs frappes de Tsahal signalées hier soir sur Rafah et Khan Younes dans la bande de Gaza. La guerre continue, assure l'un des porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz. Comme dans le cas précédent où il y a eu une trêve humanitaire, durant laquelle, le 8e jour à l'époque, au mois de novembre, le Hamas a rompu la trêve puisqu'il n'a pas fourni la 8e liste, il a tiré vers Israël. Depuis, il y a des combats, comme vous le savez. Tsahal continue à agir contre le Hamas. Et alors, nous parlons, il n'y a aucune nouvelle différente. C'est des discussions qui ont lieu actuellement au Caire, dans lesquelles le Hamas a des revendications qui sont inacceptables à l'heure où nous parlons. Israël a deux objectifs. Le démantèlement, l'élimination du Hamas comme organisation terroriste. Deuxième chose, c'est la libération et le retour des otages à la maison. Olivier Rafovitz, l'un des porte-parole de l'armée israélienne avec Guillaume Dominguez. Poursuite malgré tout des discussions de cessez-le-feu au Caire. Washington, la Maison-Blanche, renouvelle son appel en faveur d'une pause de 6 semaines. Eh bien, aux États-Unis, justement, la campagne pour les primaires bat son plein à la veille d'un Super Tuesday, Super Mardi, annoncé comme décisif dans le camp républicain. Europe 1 est allé au Texas. Une primaire simultanée dans 15 États, rappelons-le, d'où ce nom de Super Tuesday. Donald Trump pourrait écarter définitivement sa rivale Nikki Haley. L'envoyé spécial d'Europe 1 est allé au Texas, largement favorable à l'ancien président Trump. Dans cet État du Sud, porter une arme à feu est une seconde nature. Qu'importe les tueries de masse, les fusillades, tous les habitants sont armés. Reportage à Austin, Sébastien Lebelzik. Shady Oaks, dans la banlieue sud d'Austin, est l'un des stands de tir les plus populaires du Texas. Des centaines de personnes viennent s'y entraîner chaque jour. Fusils d'assaut et armes de poing y sont en vente libre. Geneva, la soixantaine, vient d'acheter pour moins de $500 son premier semi-automatique. Un 9 mm spécialement pour les femmes et je vais le porter sur moi tout le temps. Je pense que c'est dangereux partout actuellement, surtout à cause des frontières qui sont ouvertes. Je ne me sens plus en sécurité ici. Vincent McLaney, directeur du Shady Oaks. On a des chasseurs, on a des gens qui viennent juste pour s'entraîner comme un sport et on a des gens qui s'inquiètent pour leur sécurité. La sécurité, c'est la principale raison pour laquelle les Texans ne quittent jamais leurs armes. C'est le cas de John, médecin à la retraite. Je veux pouvoir défendre les gens que j'aime parce que ça devient de plus en plus fou ici, alors je suis toujours armé. Et si Joe Biden et les démocrates veulent restreindre l'accès aux armes, ce n'est pas le cas des républicains et notamment le gouverneur du Texas qui autorise même les étudiants à venir armés à l'université. À Austin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Allez, un mot de football. Dernier match de la 24e journée de Ligue 1. Lens a battu Lyon 3-0 hier soir. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. Alors, on va parler de l'IA de Google, AMIE, elle s'appelle AMIE, c'est l'IA médicale du géant numérique américain.